il nous rejoindra sur ces entrefaites. Donc, ce soir, une soirée entre deux élections. J'imagine que vous avez vu un petit peu les diverses. Ah, voilà. Je suis désolé. Ah, Bonsoir. 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 Je mets ici. Exactement. Bonsoir. Quand tu arrives à point nommé, j'allais entamer des présentations. Alors d'abord, bon, l'événement, c'est tout à fait simple, hein, une soirée entre deux élections pour à la fois un mois après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de la présidence de la République française et bientôt à moins de 2 semaines du premier tour des élections législatives. L'association Sciences Po Alumni trouvait opportun de faire un petit bilan d'étape. D'abord, un bilan de l'élection présidentielle, c'est rapide, et surtout de faire un bilan et voir la perspective des élections législatives à venir. Donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir à Sciences Po Madame Myriam Lévy, donc du cabinet de conseil en communication Taléo, Jean-Philippe Dubrul, directeur des études de politique à l'IFOP. Et alors là, j'en profite pour dire évidemment qu'il y a un petit changement de programme dont je suis vraiment désolé, et dont Frédéric a dit le premier désolé. Voilà, il y a un impératif sur un plateau, sur une chaîne concurrente à celle du troisième invité. Donc, il n'y a aucune excuse. Benjamin Duhamel, donc journaliste politique sur BFM TV. Donc moi, très simplement, donc on va faire une première partie de quelques questions sur les présidentielles, sur la campagne présidentielle que nous venons de vivre. Tout de suite des questions ouvertes. Hein, voilà, l'idée, c'est pas de faire des exposés soporifiques, mais plutôt un échange, très rapidement un échange entre nos invités et la salle, et ensuite donc des questions sur l'initiative. Donc moi, je vais poser les questions sur, et je me permets de m'asseoir, c'est petit en confortable, des quelques questions sur donc l'élection présidentielle que nous venons de connaître. D'abord, une question très ouverte pour vous trois, et en fonction aussi de chacun de vos domaines d'expertise qui sont différents mais complémentaires. Quel est le principal enseignement de cette élection présidentielle de 2022? Madame, à vous l'honneur, et je vous passe. Ça va être Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est le point principal? Je pense que c'est une élection où on a eu la preuve qu'on peut faire pas mal d'erreurs de communication et quand même gagner en fait, c'est une leçon d'humilité pour les communicants parce que en fait, le moment, la situation, finalement, l'emporte sur le travail, la communication, la présentation des choses, peut-être même les programmes. Il y a une espèce de cristallisation autour de facteurs externes et puis d'une situation politique quand même assez spéciale. Celle de 2017 était déjà assez spéciale, mais celle de 2022 l'est encore plus, où on a une désagrégation du paysage politique qui n'a pas encore trouvé complètement son équilibre, qui semble en perpétuel, qui bouge, mais sans trouver des axes stables qui lui permettent qui représenteraient une situation construite politiquement selon les critères de la science politique telle qu'on les connaît et telle que nous les enseignons dans cette maison. Et donc, on peut faire des erreurs parce que, par exemple, je prends un truc moi, qui m'a beaucoup surprise. Moi, j'ai été communicante politique pendant 5 ans. Et j'avais un certain nombre de principes sur ce qu'il ne faut pas faire. Et là, franchement, je me suis dit, ça, s'il y a un truc que je n'aurais pas fait, c'est ça. C'est la vidéo, la série d'Emmanuel Macron, qui est finalement le fait de communication le plus important de sa campagne, parce que une campagne qui, déclaration de candidature le 4 mars, présentation du programme le 17 pour un premier tour le 10 avril, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de faits marquants, mais celui-là était vraiment présenté comme
ce qui allait permettre aux Français de mieux connaître leur président, de voir comment il avait changé, etc. Donc, moi, j'ai regardé la série, combien, 5-6 épisodes. Alors, j'ai appris quelques trucs. J'ai appris qu'il aimait le sandwich jambon moutarde. J'ai appris que un truc très intéressant, un petit truc qui glissait à l'intérieur d'une séquence où il est au maquillage et où il dit dans Mediapart, il y en a un qui dit que j'ai une moumoute. C'est une façon de démentir une rumeur comme ça, parce qu'évidemment la maquilleuse dit pas du tout. Le fait qu'il ait venu, c'est pas la question, mais j'ai trouvé que c'était assez malin d'amener ça comme ça, sans l'air de ne pas y toucher. Et puis après, on me dit je suis un tactile, mais je suis un revenu ici. Okay, et on voit d'interminables plans en voiture qui n'ont pas de. Enfin, où il n'y a aucun contenu. Aucun contenu. C'est uniquement de l'image et en fait de l'image assez répétitive. Et d'autant plus intéressant que il y a eu aussi un documentariste qui a fait un film sur la campagne. Et dans ce documentariste, sur le plateau du quotidien, je crois, il disait Emmanuel Macron m'a juste dit un truc, il m'a dit pas de plan dans la voiture. Parce que c'est vraiment un type de communicant, c'est pas intéressant. Et en fait, dans son type de campagne, il en met plein. C'est très drôle parce que là où il peut choisir, il en met, là où normalement il ne devrait pas choisir, parce qu'il doit laisser un peu de liberté aux documentaristes, là il en descend. Et donc, je trouve ça assez surprenant. Donc, je pense foncièrement que de son point de vue, ce que je vous dis n'est pas du tout quelque chose de partisan, c'est absolument pas clair. Mais de son point de vue, du point de vue de ce qu'il veut montrer et des erreurs de communication précédentes qu'il a pu faire, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu lui reprocher, le président jupitérien, la parole descendante, des choses un peu loin des préoccupations des gens, en fait, son type de campagne, il est exactement dans cette structure-là. Et je pense qu'il ne lui a pas mis parce qu'en fait, très peu de gens. On est à 300 000 vues, je crois, par épisode à peine. Enfin, sur les plus regardés, c'est facile. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Point de vue de l'IFOP, des sondages. Merci. Je vais m'arrêter à ma spécialité. C'est chacun dans votre. Non, après, vous avez le droit de faire des petits pas de côté. Je vais commencer sur la mienne, qui est la comptabilité électorale. Tout simplement. Comptabilité électorale est pour moi l'un des principaux enseignements de cette présidentielle. Il y en a plusieurs, mais l'un des principaux, c'est la tripartition du paysage politique ou de l'électorat. Tout simplement, 2017, En Marche, Front National à l'époque. C'est resté à peu près comme ça durant le quinquennat, une gauche qui n'a jamais réussi à se fédérer, à vraiment se relever, un Mélenchon qui était au début du quinquennat perçu comme le premier opposant d'Emmanuel Macron, puis il y a eu la séquence La République c'est moi, les perquisitions qui ont provoqué une véritable rupture d'opinion, une rupture d'image de ce personnage et qui a fait que pendant à peu près 4 ans sur 5, finalement, c'est Marine Le Pen qui s'est installée de manière aussi active que passive d'ailleurs, comme principale opposante à Emmanuel Macron, et on est resté un peu sur ce diagnostic-là de d'accord, la France est coupée en deux, finalement, la gauche n'existe plus, et on en est réduit en quelque sorte à ce dilemme, à cette alternative cultivée de part et d'autre d'une majorité versus le Rassemblement national. C'est un clivage qui épousait aussi une certaine forme de fracture dans la société française, qui a été formidablement révélée. Moi, je vous invite à regarder des cartes de résultats électoraux à l'échelle de la France entière, soit du soit du second tour de 2017 ou du second tour de 2022, parce que ça marche aussi. Ce sont des cartes miroirs. C'est-à-dire, vous avez les zones, en gros, les villes, les littoraux, les endroits où il fait bon vivre, les endroits où vous avez des populations, comment dire, plus riches que la moyenne, des endroits où on va mieux, globalement, et où on a plus de perspectives de projection dans l'avenir. Là, vous avez un vote En Marche écrasant, et puis dans les zones d'ombre du pays, les zones qui ne sont pas dans le film, comme dirait Jérôme Fourquet de l'IFOP, dans ces endroits-là qui ne se projettent pas,
qui n'ont pas, qui ont le sentiment d'être relégués dans ce registre-là. Et là, vous avez un vote Rassemblement national extrêmement fort. Donc voilà, ça n'a rien de neuf. C'était le cas en 2017. Ça s'est plus ou moins confirmé à peu près à toutes les élections intermédiaires durant le quinquennat. Et puis, je n'ai pas envie de dire patatras, parce que ce n'est pas forcément tragique, au contraire, mais 2022 voilà, nous a réservé cette surprise. Dans les dernières semaines de campagne, l'ascension de Jean-Luc Mélenchon, alors que durant la campagne, la gauche était toujours morcelée. C'est-à-dire que sur la ligne d'arrivée, certes, il y en a qui sont arrivés très loin derrière, mais qui sont arrivés quand même, ils ont concouru, ils sont partis. Fabien Roussel, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, principalement. Donc, une gauche morcelée, puis souvenons-nous aussi, au début de l'année, même la fin d'année dernière, le feuilleton Christiane Taubira, la volte-face avouée, non avouée d'Anne Hidalgo qui fait machine arrière dans son train, qu'on ne comprend pas trop ce qu'elle va faire. Trial, il faut le bordel que c'était en janvier, la gauche. Et finalement, quelque chose s'est passé dans les semaines de campagne pour aboutir à cette tripartition du champ politique. En termes de comptabilité, pas bien différent, parce que Mélenchon il fait 19 et demi, me semble-t-il, en 2017, là il fait 21-22, différent. Les grands blocs sont les mêmes. Mais dès la fin de l'élection présidentielle en 2017, Mélenchon, prétendant à être l'opposant numéro 1, a été éclipsé par Marine Le Pen. Là, il a entamé quelque chose de complètement différent. En gros, il a cherché à tout prix à capitaliser sur cette troisième place, qui vient confirmer la troisième place qu'il avait aussi en 2017. Donc, là, il peut dire, je ne suis pas un coup du destin, je ne suis pas un coup du sort, je ne suis pas un accident, il reste une gauche en France. Et il a entrepris, là, dans cette campagne des législatives, de mobiliser, élisez-moi Premier ministre, en tout cas de donner des fruits à ce peuple de gauche qui ne demandait qu'une union, qui s'est faite de fait dans l'isoloir, puisque beaucoup d'électeurs de gauche sont restés au dernier moment, le fameux vote utile. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas du tout un terminal godé. Le vote utile a été double, voire triple. Il y a eu un triple vote utile, je termine là-dessus, un triple vote utile dans cette élection présidentielle pour aboutir à la tripartition dont on parle, gauche, majorité, RN. Le triple vote utile, c'est le premier, il ne vous aura pas échappé, c'est celui à gauche, évidemment, où Jean-Luc Mélenchon a siphonné ce qui restait à siphonner, il n'y a pas grand-chose dans les derniers jours de campagne. Le deuxième vote utile, c'est à la droite de la droite, qui est le candidat le plus crédible. Marine Le Pen, qu'on a beaucoup critiqué après son débat entre deux tours, finalement, elle avait de beau reste. Et donc, la percée Zemmour, finalement, a dégonflé, soufflé. Et le troisième vote utile, dont on parle finalement assez peu, c'est celui des électeurs des Républicains, qui, très très tardivement dans la campagne, quand je dis ça, je suis dans les 48 ou 36 dernières heures de la campagne, se sont rabattus sur Emmanuel Macron. Une campagne pas flamboyante de la part de Valérie Pécresse, qui était cornérisée en termes de positionnement et de personnalité également. Puis il y avait un truc tout bête qui est l'ascension de Jean-Luc Mélenchon et la perspective que nous-mêmes, en tant que sondeurs, on devait envisager, on devait prévoir, tester ces hypothèses-là, de ne pas se retrouver dépouillé le jour du vote, la perspective d'un second tour avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça, pour une partie de l'électorat de droite traditionnelle et des Républicains, c'est une vision apocalyptique, et donc, vote utile vers la majorité. Donc, Benjamin, même question. Je vais répondre rapidement parce que plein de choses très intelligentes ont déjà été dites. Moi, je vais essayer de retenir cinq enseignements rapides. Le premier, qui paraît assez évident, mais qui, je trouve, a été un petit peu occulté, notamment par ce début de second quinquennat, dont on dit beaucoup qu'il est flottant, en suspens. On sent que le président a du mal à voir ce qu'il va faire de ce second quinquennat. Le premier enseignement, c'est que pour la première fois depuis 1965, un président a été réélu. Alors, certains disent que c'est une victoire qui n'est pas heureuse, d'autres disent que c'est une victoire avec un certain nombre soit d'erreurs de communication, soit pas de campagne, soit pas de prise de risque. Mais bon, malgré tout, pour un quinquennat où un président a eu les gilets jaunes, la crise du Covid, l'Ukraine, on peut difficilement ne pas retenir comme enseignement que c'est une sorte de réussite politique et même presque de miracle pour Emmanuel Macron, le fait d'avoir été réélu. Même s'il y a des causes politiques, faiblesse des oppositions, duel avec Marine Le Pen, qu'il a évidemment utilisé pendant 5 ans, ça c'est une évidence. Le deuxième enseignement, et là pour le coup, vous disiez chacun sur les personnalités, mais il y a des débats qu'on a beaucoup eu, notamment sur les plateaux de télé, qui étaient de savoir si
comment dire, les vrais sujets avaient été occultés pendant la campagne. C'était une petite musique qu'on entendait beaucoup. Cette campagne, elle a été ennuyeuse. On n'a pas traité les sujets n'ont pas été purgés. Les Français ne sont pas intéressés à cette campagne. C'est vrai que les Français se sont sans doute intéressés tardivement à cette campagne. Et en même temps, moi, j'ai le sentiment qu'on a traité les vrais sujets. Et peut-être plus qu'à l'occasion d'autres élections. Myriam Lévy, c'est d'en sait quelque chose. La précédente élection, il y a 5 ans, a été en partie occultée par ce qui était arrivé au candidat François Fillon. Là, compte tenu de la crise du Covid, compte tenu de la crise en Ukraine, on a parlé d'indépendance énergétique, on a parlé de géopolitique, on a parlé de la question des alliances, on a parlé de l'hôpital, qui étaient des sujets qui étaient totalement absents du débat politique pendant 5 ans. Donc, je pense quand même que ça, c'est à noter. Le troisième enseignement, même si ça a été très bien dit, c'est quand même, encore, on fait comme aujourd'hui, on fait comme si le fait que Valérie Pécresse ait fait 4,7%, c'était quelque chose qui était quasiment normal. Enfin, il faut quand même voir que les deux partis qui ont structuré la Ve République en sont, si on additionne leur score, à moins de 6%. Ce qui est quand même juste un truc totalement hallucinant et qui va avoir des répercussions sur la façon dont l'Assemblée va être composée, même si on peut espérer une certaine forme de résistance du côté des Républicains. Évidemment, il y a un impact sur la façon dont le Parti socialiste s'est laissé totalement avalé par la France insoumise. Quatrième enseignement, c'est l'ultra-personnalisation de cette campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'à la fois, on a traité des vrais sujets, mais en même temps, je ne suis pas sûr que les Français aient été capables de retenir une grande idée chez Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec en fait des caractères, des oppositions de personnes qui sont ressorties beaucoup plus que les programmes. Est-ce que ici, vous êtes capable, enfin vous sans doute oui, parce que vous suivez ça de façon assidue et intéressée, une idée d'Emmanuel Macron en 2022? Déjà, 2017, ce n'était pas gagné. On pouvait dire éventuellement la suppression de la taxe. Enfin, si, évidemment, je pourrais en citer, mais quelque chose qui est particulièrement retenu l'attention de l'opinion, je ne suis pas certain. Ni gauche ni droite. Oui, mais ni gauche ni droite, c'était déjà le cas en 2017. Ce n'est pas vraiment nouveau dans le programme de Macron en 2022. Il y a eu un sondage là-dessus. Qui confirmait plutôt ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est plus de 45% des personnes interrogées qui étaient incapables de citer une mesure d'un programme, quel qu'il soit. Hein. Ce qui est. Alors après, on peut aussi dire que c'est peut-être la responsabilité des médias et ça sera peut-être une question. Voilà. Pardon, mais la retraite à 65 ans, ça me semble d'avoir été. Oui. Non, mais vous avez raison. Mais grâce aux opposants, grâce aux autres. Vous avez raison, mais si je puis me permettre, c'était une mesure qui avait été annoncée dès l'été par Emmanuel Macron, qui, à l'été 2021, quand il annonce notamment le pass sanitaire, dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Donc honnêtement, ceux qui ont été surpris par le fait que la retraite à 65 ans apparaisse dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est des gens qui n'avaient pas écouté ce que disait Emmanuel Macron depuis, en réalité, qu'il avait abandonné le projet en 2020 de retraite par système universel et autres. Et le dernier enseignement que je tire de cette élection, c'est le fait que la télévision a joué un rôle important, parce que compte tenu de la guerre en Ukraine, compte tenu de la crise du Covid, on n'a pas eu véritablement une sorte de le balai habituel des campagnes électorales où les déplacements sur le terrain ont une grande importance. On a eu une grande importance des meetings avec la question des diffusions. Et ça, moi, je peux vous raconter les coulisses, de voir à quel point les candidats étaient attachés au fait de savoir si les chaînes d'information continuent de diffuser leur meeting ou pas. Quand il arrivait qu'on ne diffuse pas un meeting, ça créait des drames absolus, notamment le meeting d'Emmanuel Macron, son premier grand meeting à l'Arena, où là, pour des raisons de temps de parole, on n'a pas pu, en l'occurrence BFM TV n'a pas pu le diffuser, ce qui a créé un drame absolu chez Emmanuel Macron, qui comptait beaucoup sur ce meeting-là. L'importance du débat Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui sans doute a contribué qui a lancé la campagne et qui a contribué à installer non pas le débat, parce qu'Éric Zemmour existait déjà, mais en tout cas à renforcer, et elle a sans doute aussi lui convaincu encore plus de lancer cette candidature. Donc voilà les 5 enseignements que je tiens. D'accord. Alors, je crois que Jean-Philippe, tu avais juste une petite remarque en rebond. Très vite, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur la retraite à 65 ans, les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron depuis janvier, extrêmement stables. Un quart des suffrages. Arrive la guerre en Ukraine. Explosion, réflexe, tous sous le drapeau. Le président fédère autour de lui, chef de l'État. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça atteint un plafond. Le moment où ça commence à baisser, à redescendre, c'est le meeting d'Aubervilliers, c'est la retraite à 65 ans. Autrement dit, le seul moment où Emmanuel Macron donne de la prise à ses oppositions. Avant, il n'a rien dit, là, on se plonge, impossible de le toucher, le ballon s'envole. C'est la retraite à 65 ans qui a commencé à le ramener sur terre, j'ai envie de dire en termes d'attention.
Alors, une deuxième question pour rebondir sur ce que tu disais, Benjamin. Donc, toi, tu défends l'idée selon laquelle il y a eu une campagne. Alors, ma question était toute simple, c'est quand même, on a eu beaucoup de commentateurs quand même se sont mis d'accord pour dire qu'il n'y avait pas eu de campagne. Beaucoup de Français, alors ça, je ne sais pas ce qu'il en était, c'est des sondages sur la question précisément, parce que voilà, on l'a entendu autour de nous tous, je pense, qu'il n'y a pas eu de campagne pour différentes raisons, notamment la guerre en Ukraine, le Covid, le refus aussi d'Emmanuel Macron de descendre dans l'arène. Donc, bon, toi, tu défends l'idée qu'il y a eu une campagne. Pourquoi? Et puis, vous, votre avis, est-ce que vous partagez, Jean-Philippe, Myriam, cette opinion comme quoi il n'y a pas eu que, encore une fois, après 2017, qui avait été une campagne aussi assez particulière à cause de l'affaire Fillon, est-ce que là aussi, les Français sont en droit d'avoir le sentiment qu'on a volé la campagne de 2020? Alors, je réponds rapidement. Je dis évidemment que la campagne de 2022 a été une campagne atypique. Ça n'a pas ressemblé à la campagne qui avait passionné les Français en 2007, où il y avait un enjeu d'alternance en 2012, où d'une certaine façon en 2017, même les affaires et les rebondissements multiples avaient passionné les Français. Pour autant, je maintiens que, les sujets ont été abordés. Et qu'aujourd'hui, quand on entend notamment Éric Zemmour expliquer qu'il a perdu parce qu'il y avait Poutine, pardon, mais si on considère que la question des alliances géopolitiques est quantité négligeable pour quelqu'un qui a vocation à exercer la fonction présidentielle, c'est quand même assez étonnant. Est-ce que, par exemple, on est revenu longuement sur, on a fait une sorte de retexte, comme on dit dans certains milieux, de la crise sanitaire? Est-ce qu'on a eu des débats sur est-ce qu'on a bien géré les débuts, des masques, la vaccination, il y a eu des sujets, l'enseignement supérieur, la recherche, alors la défense, oui, à la faveur des événements, on a pu parler de la défense de l'OTAN et de la géostratégie, mais quand même, il y a eu des sujets qui ont été largement... Non, mais chaque élection présidentielle, moi j'en ai pas couvert beaucoup, mais voilà, mais chaque élection présidentielle met en avant certains sujets. 2007, c'est la question du pouvoir d'achat. On peut travailler plus pour gagner plus. En 2002, c'est la question de l'insécurité qui est mise à l'agenda très tôt par Jacques Chirac. C'est d'ailleurs pour ça que Lionel Jospin, en partie pour ça que Lionel Jospin perd. Là, cette campagne a été percutée par les sujets liés à la crise en Ukraine, liés malgré tout un petit peu à la crise du Covid sur la question de l'hôpital public. Mais dernier mot, après je passe la parole à mes camarades, l'idée selon laquelle il n'y aurait pas eu de campagne à cause d'Emmanuel Macron. Mais pour moi, c'est une chute d'esprit absolue. En 2012, Nicolas Sarkozy attend mi-mars pour être candidat, je crois, de mémoire. La campagne, elle est lancée plus tôt. La campagne, elle est lancée parce qu'il y a des primaires socialistes fin 2011. La primaire, elle est lancée parce que François Hollande réussit son meeting du Bourget en mois de janvier 2012. Donc, bien sûr qu'Emmanuel Macron a eu une stratégie d'essayer de rester président le plus longtemps possible. Mais c'est aussi parce que les oppositions en face, d'une certaine façon, pas aidées par ce qui se passait en Ukraine indéniablement, n'ont pas réussi à installer de match suffisamment fort pour qu'à un moment donné, on puisse se dire est-ce qu'Emmanuel Macron est en mesure de perdre? Donc, il a joué ça à fond, mais on a vu des précédents où les présidents essayaient de rester pour le coup, de ne pas être candidat le plus longtemps possible. Ce n'est pas pour autant que derrière il réussissait. Lui, ça lui a plutôt réussi. Ça lui a plutôt réussi. Il n'y a pas eu des informations, des remontées d'informations, comme quoi aussi Emmanuel Macron avait dit à ses généraux et à ses états-majors de ne pas forcément de retenir leur coup, de faire une campagne très... Quelques généraux, en fait. Mais non, mais il y avait eu des conditions, il y avait eu, pardon... Très solitaire, ça l'explique oui, peut-être d'ailleurs. Il n'y a pas eu comme des... C'est une des raisons, qu'il n'y ait pas de personnalité majeure autour du candidat qui puisse porter des thèmes, alors que le candidat, il est toujours, surtout sur l'ensemble de sa culture politique, de sa politique actuelle. Et les personnages importants d'une campagne, ça sert aussi à porter des thèmes. Et là, en fait, je ne sais pas. C'est encore une raison pour qu'il n'y ait pas de débat autour des thèmes. Du coup, peut-être même question, Myriam, sur est-ce que vous partagez cette opinion comme quoi on a... Je pense que la guerre, ça a amplifié les choses, mais l'absence de campagne, c'était avant. La campagne, je suis complètement d'accord avec Benjamin. J'ai rarement vu, moi j'en ai pas mal des campagnes électorales, j'ai rarement vu une campagne aussi peu, où il y a aussi peu d'implication à la fois de la société civile et même du monde politique. Moi, je suis vraiment
frappée par cette affiche où il y a si peu de personnages. C'est un film où il y a, enfin, c'est un huis clos entre quelques personnages. Et ça, c'est pas comme ça que les. Enfin, prenons une campagne comme celle de 95, qui était une campagne assez vivante. Autour de Chirac, il y a des personnages. Il y a Alain Juppé, il y a Philippe Séguin, il y a Alain Madelin, ils portent chacun des thèmes différents et ça fait monter du débat. Et puis autour de Jospin, il y a aussi des gens qui s'expriment et qui disent des choses. Là, franchement, et ça date de bien avant la guerre. Et en fait, ce qui manque dans cette campagne, c'est le suspense. À quel moment on a eu vraiment quelque chose de sérieux disant qu'Emmanuel Macron n'allait pas être réélu? Moi, je ne l'ai pas vu passer. Donc, sans suspense. Il y a eu un sondage, je parle du sondage, il y a un sondage en l'occurrence bien placé pour ça, parce que c'est un sondage ELAB, qui, juste après la nomination de Valérie Pécresse, enfin l'élection de Valérie Pécresse au Congrès, c'est-à-dire début décembre, donne Valérie Pécresse gagnante au second tour, mais dans la marge d'erreur, c'est-à-dire à 51 et quelques, et s'il y en a eu un. Transition parfaite. Là-dessus, oui, nous aussi, on avait dû en faire dans la foulée. Donc, à chaque fois que vous avez une désignation d'investiture par un parti, vous avez un effet blast qui fait que le candidat est boosté. Nous, on a dû avoir Valérie Pécresse qu'on devait avoir à 40 dans les mesures précédentes. Ce jour-là, on a dû avoir à 48 ou 49. On est toujours dans cette marge d'erreur. Il faut dire que, aussi, j'anticipe la critique des sondages, pour que le thermomètre pour que le thermomètre bouge à ce point, c'est qu'il capte bien les mouvements, un mouvement, en fait. Voilà, on invente. Donc voilà. Et pour répondre à la question, y a-t-il une campagne ou pas, je tenterai de faire la synthèse de mes deux camarades en disant que oui, je suis d'accord, il y a eu une campagne, mais extrêmement tardive. Et là-dessus, j'ai un indicateur, merci de l'antériorité de l'IFOP, d'une question que nous posons tous les mois dans le cadre du tableau de bord IFOP pour Paris Match, où on demande aux Français tous les mois est-ce que vous avez évoqué avec vos proches tel ou tel sujet de conversation. Et quand l'élection présidentielle arrive, forcément, on conteste cet thème. En janvier, en février, en mars, en avril, on demande tiens, est-ce que vous avez échangé avec vos proches sur la campagne présidentielle? Habituellement, dans les 2-3 précédentes élections présidentielles, en janvier, vous avez 60-70% des gens qui en parlent. En février, un bon 70%. En mars, 80%. Et en avril, quasiment tout le monde qui en parle. Janvier 2022, 50%. À peine la moitié des gens en parlent. Février, pareil. Mars, à peine mieux. Il a fallu attendre avril. Là, il est arrivé quelque chose. Et là, en fait, les gens eux-mêmes rentrés dans cette élection où on a eu des taux de personnes qui ont parlé de ça avec leurs proches qui se rapprochaient quand même de ce qu'on mesurait classiquement un mois ou quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc ça, c'est mon indicateur quantitatif pour abonder dans le sens de mes camarades, pour dire campagne, oui, mais très tardive. Je serai expliquer pourquoi elle a été aussi tardive. Ça a été brillamment fait avant moi. Je rajouterai l'argument que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est que c'est difficile de vous intéresser vraiment à cette élection présidentielle en elle-même fin janvier quand vous ne savez pas qui est sur la ligne de départ. Parce que les validations, des candidatures par le Conseil constitutionnel est extrêmement tardive. C'est tout début mars, je crois le 6 mars. Le 4 ou le 6 mars, la date de clôture du dépôt des parrainages. On avait beaucoup de sondeurs aussi pour avoir une offre électorale définitive. On a le même problème avec les législatives aussi. C'était vendredi dernier, la date limite de dépôt des dossiers. Il a fallu attendre mardi pour avoir la liste exhaustive de tous les 6000 et quelques candidats aux élections législatives en France. C'est quand même assez fou qu'il fallait attendre même pas 3 semaines avant l'élection pour savoir qui y va. Ça, c'est beaucoup de gueule. Mais donc, en tout cas, une campagne qui était là, une campagne tardive, pour les raisons que j'ai évoquées, et je terminerai juste en rebondissant sur quelque chose qui a été dit, qui était la santé. Oui, la santé, qui est problématique numéro 1 chez les Français quand on demande c'est quoi les thèmes importants dont il faut parler. Ça fait des années, et même avant la crise du Covid, c'est antérieur à la crise du Covid, que la santé est la préoccupation numéro 1. La crise du Covid arrive, il y a le quoi qu'il en coûte, donc la lutte contre le chômage, ça dégringole dans les priorités des Français. Tout le monde entend qu'on a vu qu'on pouvait faire du quoi qu'il en coûte, on ne s'inquiète plus trop de ça. C'est en tout cas les chiffres du chômage, même si c'est toute une comptabilité, montre que c'est moins prégnant aujourd'hui dans notre pays. Donc, logique encore,
permet dans le sondage, c'est que s'il y a moins de chômeurs, il y a moins de Français qui s'inquiètent du chômage. Et de part, c'est rassurant, c'est-à-dire que les outils marchent. Mais voilà, on a beaucoup parlé de la santé. Quand même. Ce qui m'a intrigué pendant cette campagne, c'est que par contre, on a parlé de la santé, oui, mais le bilan de la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif, qui aurait pu laisser donner des prises, encore une fois, à l'opposition, moi, personnellement, je l'ai trouvé très en deçà de ce qu'il aurait pu être. La critique du bilan, je n'ai pas vu beaucoup d'opposants tirer un boulet rouge sur et je parle uniquement de la gestion de la crise sanitaire, peut-être parce que les opposants étaient aussi bien contents de ne pas avoir eu à gérer une crise comme ça. Il faut se rappeler les premiers temps de la crise sanitaire où l'opposition n'existait pas. Les circonstances font qu'il y a quand même une espèce de dignité et d'union nationale à avoir, mais les oppositions jusqu'à l'été 2020, il n'y a personne. Voilà, il y a eu à chaque mise en place, pas tant de critiques sur les mesures, mais la façon, l'absence de consultation, les revirements, peut-être la ponctualité de certaines mesures, mais finalement assez peu de critiques. Et ce qui aurait pu constituer la critique du bilan global d'Emmanuel Macron, c'est important durant ce quinquennat, c'est comment vous vous êtes débrouillé dans cette crise sanitaire. Finalement, pas beaucoup de. Merci beaucoup. Bon, je pense que je vais laisser à la salle poser ces questions et je vais vous demander, parce qu'on n'a pas de micro portatif, de parler fort. Monsieur, on est un peu. Oui, sur l'histoire, y a-t-il une campagne ou pas une campagne? Ça fait 5 ans qu'on dit que Macron n'a pas d'opposants qui tiennent la route, donc ce n'est pas complètement surprenant qu'il n'y ait pas de campagne, pas vraiment. Ensuite, sur l'histoire de la crise sanitaire, il y a eu une critique du bilan fait par au Sénat et à l'Assemblée nationale et des commissions d'enquête qui se sont ridiculisées en se serrant les poings du Diao qui montait comme un arracheur de dents. Ils ne pouvaient pas refaire le truc 6 mois plus tard. Ils se sont ridiculisés. Donc en fait, il n'y avait pas de possibilité de faire quelque chose puisqu'ils ont fait ça trop tôt, mal et avec de mauvais arguments. Donc du coup, Macron joue d'une certaine façon le résultat de sa campagne de vaccination, etc. Donc ça marche. Voilà, après, voilà, c'était ma réaction. Je me disais, y a-t-il une campagne, pas une campagne? Et ça fait 5 ans que Macron a une opposition qui ne tient pas la route. Et on le voit dans les résultats. Parce que vous avez parlé des erreurs de communication de Macron, mais alors le festival des erreurs de communication de Jadot, de Pécresse, de Hidalgo, etc., c'est quand même... moi, ça m'a rappelé le titre d'un bouquin que j'avais lu de Constellation Spogélis, c'était que le meilleur perd. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui peut dire une connerie pour montrer qu'il faut surtout ne pas gagner, il faut tout se faire. Et il a intervenu très tard, et c'est à partir de ce moment-là que les gens se réveillent. Donc, sur la victoire annoncée d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, moi je suis bien passé, hein, on fait des sondages, peut-être même un peu trop. On fait des sondages sur pour qui vous voteriez à l'élection présidentielle. On en fait 5 ans. Pendant 5 ans, c'est Emmanuel Macron qui est sorti vainqueur de toutes ces hypothèses de laboratoire. Je vais employer la formule, elle n'est pas vraie, mais même si on essayait d'avoir un autre dénouement, non, ça ne marche pas. On aligne les candidats probables ou possibles, on offre une sélection aux Français, on dit bon, on sait que vous ne voulez pas d'un duel Macron-Le Pen. Vous l'avez dit à plein d'endroits. On aligne ces 10 ou 15 personnalités, vous voulez qui? Et à la fin, à chaque tirage, c'est Macron qui sort gagnant. Donc voilà, ce duel qui a été installé, il a été installé parce que dans le pays, il y a une majorité relative de gens qui, vu l'offre électorale, dit plutôt Macron. Et il ne voulait peut-être pas d'un duel Macron-Le Pen, il voulait encore moins d'un duel Macron-Mélenchon ou d'un duel Macron-Pécresse. Donc tout ça, c'est relatif. Quand on dit les Français ne voulaient pas d'un duel Macron-Le Pen, c'était quand même dans le résultat montre que c'était quand même un choix qu'ils étaient capables de faire. Si tant est qu'on choisisse un duel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, moi, une petite question. On n'a pas parlé de maîtriser. Est-ce que ça a joué un rôle dans cette campagne? Est-ce qu'on a dit, on a certains commentateurs, même sur BFM TV, ont pu dire que justement, ça avait forcé Jupiter de descendre de Gaulin. Est-ce que c'est vrai ça? Et surtout, moi, j'aimerais bien avoir le point de vue du sondeur aussi, sur est-ce que ça a eu un effet, un impact. Et quand est-ce qu'il y a eu une bonne communication de crise? Parce que quand même, à un moment donné, le torchon a brûlé avec un bel article du Figaro et beaucoup de retombées assez négatives. Benjamin, peut-être?
Voilà. Disons que ça a fait partie de péripéties de campagne. Est-ce que pour autant le débat s'est structuré autour de McKinsey? Est-ce que ça a eu un impact fondamental dans les votes? Je ne crois pas. Ça a été une péripétie, une polémique de campagne que les oppositions ont plutôt bien utilisée dans la mesure où, selon elles, elles ont bénéficié d'une communication épouvantable de la part du gouvernement qui a, mis du temps à répondre, et deux, qui a envoyé, moi je me souviens de la conférence de presse d'Amélie Montchalin et d'Olivier Dussopt, qui réagit trop tard, qui envoie des ministres qui, c'est pas leur faire offense, ne sont pas les plus, bons communicants ou médiatiquement importants du gouvernement, alors qu'honnêtement, à ce niveau-là, ça aurait pu être le Premier ministre ou au moins Bruno Le Maire, mais qui lui voulait se tenir le plus éloigné de ce sujet McKinsey. Et puis là où les oppositions ont plutôt bien joué, c'est qu'elles ont vu au-delà du sujet McKinsey, qui honnêtement, la plupart des Français, ça même pas forcément, c'est sûr même ne savent pas ce qu'est la boîte McKinsey. Ils y ont vu là une façon d'essayer de rattacher une nouvelle fois Emmanuel Macron à la haute élite, la ministre, le monde de la finance, une sorte de fantasme qui aurait une poignée de gens qui gouverneraient et qui influenceraient le politique. La réalité, c'est que c'est la question du pouvoir d'achat qui a écrasé tout cela. Et honnêtement, que ce soit dans les reportages que les reporters de BFM faisaient, que ce soit dans les déplacements qu'on pouvait suivre, que ce soit dans les meetings où on pouvait aller, moi j'ai fait des meetings de Macron, des meetings de Zemmour, des meetings de Marine Le Pen, c'était peut-être un sujet chez les militants politiques qui voyaient effectivement une façon d'aller taper Emmanuel Macron. Chez l'électeur lambda, le sujet c'était de savoir s'il allait pouvoir faire face à la hausse des prix et s'il allait pouvoir boucler ces fins de mois. Ce n'est pas de la question de savoir si McKinsey avait ou non fourni une mission. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet sur la façon dont l'État fait appel à tel ou tel cabinet de conseil, mais qui en réalité sort là pour le coup de la façon dont la polémique a été instrumentalisée par les oppositions. Un impact significatif. En tout cas, peut-être que je ne sais pas ce que va dire le sondeur. Mais... Je vais aller encore une fois dans votre sens. On va dire que quantitativement, avant, pendant, après McKinsey, aucune réaction quantitative sur les courbes. Ça n'a rien fait bouger. Peut-être que ça a remonté encore davantage des gens qui étaient déjà en critique et en défiance très forte à l'égard de la majorité. Peut-être que ça a un peu galvanisé les troupes de la majorité en disant on se fait attaquer injustement parce que recourir à un cabinet de conseil, c'est normal dans certaines pratiques de l'administration. Donc, ça n'a fait que finalement chauffer à blanc des gens convaincus de part et d'autre de la problématique. Donc le niveau, ça bouge dans chaque camp, ça réagit un peu, mais au niveau des blocs, ça ne bouge pas. Donc voilà, quantitativement, McKinsey, ça n'a aucun effet. Par contre, il y a eu un coup de peuple du côté de la majorité. Parce qu'il y a eu quelques sondages quand même où à un moment donné, sur les intentions de vote au second tour, il y a eu quand même une réduction d'écart entre Marine Le Pen et Macron. Je ne sais pas si c'était l'IFOP. Je serais tenté. Oui, il y a eu des moments où l'écart s'est beaucoup resserré. Et comment dire, je ne pense pas personnellement que McKinsey joue un rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, il y a eu, on parlait de McKinsey, il y a une campagne qui continue à se dérouler. Alors, dont on peut critiquer l'intensité, mais il y avait une campagne quand même, et notamment une Marine Le Pen qui a fait une bonne campagne. Il ne faut pas lui enlever ça non plus. Elle a fait une bonne campagne, alors, fortement aidée par les outrances d'un Éric Zemmour qui fait que même en faisant rien, elle paraissait pour quelqu'un de très raisonnable. Elle a joué la sécurité. J'ai envie de dire qu'elle a fait une campagne à la Alain Juppé de la primaire des Républicains, mais ça lui a plus réussi. Voilà, il y a beaucoup plus de succès. Voilà, c'est une campagne assez en retrait. On joue la sécurité, on risque rien. C'est les autres qui vont se décrédibiliser dans le cas de Zemmour ou nous donner raison. Donc, ne faisons rien, déambulons, faisons des selfies, montrons qu'on est une dame sympathique, finalement, et voilà, et tout seul, la candidature fera son chemin. J'ajoute d'un mot, comme seul paradoxe pour Marine Le Pen, c'est qu'elle fait une très bonne campagne de premier tour en faisant une campagne de second tour et qu'elle plante sa campagne de second tour. Ce qui est quand même assez singulier, c'est qu'en réalité, elle a une stratégie qui fonctionne, qui consiste à essayer de se banaliser, de ne pas faire de bruit, d'apparaître en décalage avec les outrances d'Éric Zemmour, de se construire une forme de réputation nouvelle autour de sa personnalité, son amour pour les chats, de se montrer dans une émission sur M6. Voilà. Et arrive le soir du premier tour. Moi, j'étais à la soirée électorale. Déjà, il y a eu une petite déception parce qu'il pensait être plus haut. Et il y a surtout une sorte de désorganisation totale à partir du lendemain qui conduit Marine Le Pen
à ne pas aller sur le terrain alors qu'Emmanuel Macron lui file dans les Hauts-de-France pour essayer de corriger, de compenser la non-campagne qu'il n'avait pas faite. Il y a les erreurs absolument énormes d'aller faire une conférence de presse sur la diplomatie, alors que précisément c'est un de ses points faibles, parce que ça m'a fait reparler de nouveau de sa complaisance avec Vladimir Poutine. Il y a son dérapage sur les journalistes, où il dit les quotidiens, de toute façon, sont nommés, je choisis parfaitement qui j'accrédite ou qui je n'accrédite pas, ce qui est son choix, extrêmement contestable et condamnable, mais qui remet de nouveau la lumière sur la question du rapport à la presse de l'extrême droite. Et donc, au final, elle réussit sa campagne jusqu'au soir du premier tour, ce qui est quand même assez singulier pour quelqu'un qui avait théorisé le fait qu'il fallait faire une campagne de deuxième tour. Je pense que quand il y a peu de débats en fait, sur les idées, parce que en fait, je pense que dans cette campagne, il y a eu des idées qui sont sorties, mais chacun était dans son couloir. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de... C'est pas connu. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose qui l'emporte, c'est la présidentialité. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit dans tel ou tel personnage un président de la République ou une présidente de la République? Et là, je pense que c'était clair que l'avantage d'Emmanuel Macron, c'était de satisfaire ce désir de présidentialité dans un spectre assez large en fait, de l'opinion. Chez les électeurs de Marine Le Pen, cette exigence de présidentialité n'est pas la même. Mais sur tout un électorat modéré, qui finalement trouve que parfois il y a des bonnes choses à gauche et puis il y a des bonnes choses à droite, chez tout cet électorat de Road, la présidentialité, ça compte. Et c'était le seul personnage qui leur apportait cette présidentialité. Une nouvelle question, oui, madame. Moi, j'aimerais bien comprendre ça. Quel mécanisme? J'en doute un petit peu, mais tout de même, cette guerre en Ukraine, on a vu tous les jours, jour et nuit, on voyait les images, on voyait parler de Poutine, et un seul des trois candidats qui soutenaient Poutine en apathie. Alors, probablement, est-ce que c'est uniquement parce que finalement l'électorat est un peu plus éduqué que pour les deux extrêmes, et donc est peut-être plus sensible à cet argument géopolitique, ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Moi, j'ai regardé à partir de quel moment Éric Zemmour commence à descendre. Il commence à descendre exactement à partir du 19 février. 19 février, il fait un meeting au Mont-Saint-Michel. Ce meeting est un ratage absolu. Il est au milieu d'un champ boueux. Il a une scène gigantesque comme pour un concert rock, alors qu'il n'y a pas grand monde. Hein. On n'entend rien. Vous savez, les images de meeting, les meetings, on dit les meetings, ça ne sert à rien. Bah, c'est pas vrai, parce que les meetings, ça se montre à la télé. Et à la télé, qu'est-ce qu'on voit? On voit un espace vide. Pour faire un bon meeting, il faut avoir un espace borné. Hein, c'est-à-dire que si vous faites la règle de base, quand on organise un meeting, c'est d'avoir une salle trop petite. Parce qu'une salle trop petite, ça fait une salle bondée. Okay? Si vous prenez une salle trop grande, ça flotte. Voilà. Donc lui, il prend un champ, il n'y a même pas un bosquet pour faire la fin de la scène. Donc, ce truc est une catastrophe. Et cette image, pour moi, quand je parlais tout à l'heure de présidentialité, cette image est une image d'amateur, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas faire un meeting, et on le voit, ils sont dans la boue, et ils pataugent, et ils flottent, et ils pataugent, et ils pataugent. Donc, je pense que ce truc a quelque chose de très symbolique pour un électorat d'Éric Zemmour, qui, comme vous le disiez, n'est pas l'électorat de Marine Le Pen. L'électorat d'Éric Zemmour, il est beaucoup plus CSP+, que l'électorat de Marine Le Pen, qui est l'électorat finalement le plus populaire de tous les candidats. Donc là, on est sur des gens qui se posent des questions quand même, parce que la guerre en Ukraine, la position de Zemmour, est-ce qu'il faut des Ukrainiens, ça crispe son électorat. Et donc, déjà, là, il y a. Mais avant même le début de la guerre en Ukraine, il avait fait cette erreur terrible de ce meeting complètement raté qui a amené son électorat. Le germe du doute était déjà là. Et l'Ukraine rajoute quelque chose de définitif. Je suis d'accord avec Myriam. Je pense que sur cette explication, il y a, là pour le coup, si on reste sur la guerre en Ukraine, il y a deux éléments. Il y a un premier élément, c'est qu'il y a, prenons, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est Marine Le Pen et Éric Zemmour,
qui en réalité sont deux candidats qui ont montré par le passé, à des niveaux et des degrés différents, complaisance avec Vladimir Poutine, position plus que controversée, voire difficile à justifier sur la façon dont il faut gérer la Russie. La différence qu'on a... Comment ? Oui, Mélenchon, vous avez raison. Et Mélenchon, bien sûr. La différence qu'on a entre, en l'occurrence, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'Éric Zemmour, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, qui est le 24 février, si je ne me trompe pas, il persiste dans un premier temps. C'est-à-dire que, moi j'ai le souvenir, il fait une conférence il fait une sorte de propos solennel diffusé en direct sur les chaînes info, un peu bizarroïde, en essayant de jouer le chef d'État bis, ce qui ne fonctionne pas. Là où Marine Le Pen a l'intelligence, moi c'est des discussions que j'ai pas beaucoup racontées, que j'ai eues avec elle quand elle vient dans des émissions en marge en me disant mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme Valérie Pécresse qui avait fait son sorte de conseil de défense complètement bizarroïde avec une nappe, Michel Alliot-Marie qui se demandait ce qu'elle faisait là, bon. Et Marine Le Pen répond dans ce cas, elle dit mais moi je ne vais pas jouer à la chef d'État. Moi je n'ai pas les informations qu'a le président de la République. Je n'ai pas vocation à aller essayer de mimer ce qu'est un président de la République qui a des décisions à prendre en conseil de défense. Et puis, évidemment, sur Éric Zemmour, c'est là où je dis persiste, c'est qu'il y a sa position sur les réfugiés ukrainiens qui le plombe. Là où Marine Le Pen a l'intelligence de revenir sur sa doctrine, qui était la doctrine au moment de la chute de Kaboul, moi, je lui ai posé la question dans une émission, je lui dis, et d'ailleurs, elle ne répond pas là-dessus, pourquoi ce qui était vrai pour les réfugiés à Kaboul, c'est-à-dire, en gros, les femmes talibanes, on ne les accueille pas, n'est pas valable pour les réfugiés ukrainiens, eux, qu'on accueille. Mais elle a l'intelligence de faire un aggiornamento sur ce sujet et de dire évidemment qu'il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. Là où Éric Zemmour, lui, ça prend une semaine, commence par dire non, il faut les aider à la frontière. Hein. On lui dit dans son entourage, il faut que tu changes. Hein. Il finit par du bout des lèvres dire il faut les aider. Et vraiment, ceux qui veulent venir, pourquoi pas. Bon. Mais sauf que ça laisse une première image dans l'opinion. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, ne persiste pas, comprend. On lui remet dans la figure ce qu'il pouvait dire sur les bombardements, Bachar el-Assad, Poutine a fait le boulot en Syrie. Voilà, c'est très compliqué quand on lui ressort ça. Mais il y a la force du vote utile à gauche et il y a le fait que Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, là-dessus, fait attention, ce qui fait que maintenant, pour le coup, il essaye de corriger toutes les erreurs sur la géopolitique qu'il a pu faire. Et puis, j'en termine par là, il y a la question sociologique qui, malgré tout, est importante. Les électeurs de Marine Le Pen sont obsédés par la question du pouvoir d'achat. Obsédés, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est leur sujet principal. Donc, la question de savoir si Marine Le Pen, par le passé, a pu aller en 2017 saluer Vladimir Poutine ou pas, c'est assez secondaire. Alors que dans l'électorat d'Éric Zemmour, qui est un électorat plus CSP+, il y a non seulement cette interrogation sur est-ce qu'avec ses prises de position, il peut être président de la République, et deux, il y a, on n'en a pas parlé, ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire un effet qui conduit des CSP+, dans les temps de crise, à se rallier, même momentanément, au président de la République, parce qu'on considère que c'est celui qui est le plus à même de gérer les crises. Et donc, je pense qu'on a voilà, ces deux effets-là, gestion de crise, raison sociologique, qui expliquent le fait que les comportements électoraux n'aient pas été les mêmes, pourtant pour des candidats qui, avaient tous des raisons d'être plutôt... de ne pas forcément être satisfait ou ravi de voir que la question de la guerre en Ukraine arrivait à l'agenda. Je comprends la différence de résultat finalement entre Mélenchon et Le Pen d'un côté et Zemmour de l'autre, mais je trouve malgré tout qu'ils ont été très peu pénalisés sur ce sujet. Le résultat les a peu pénalisés. Alors est-ce que Zemmour, le comportement de Zemmour les a mis en valeur, finalement, a dit on a du champ, finalement, les autres ont passé du champ que ça. Voilà, par rapport à ce que j'ai dit, ça reste pour moi quand même un peu mystère. Dans la foulée de la guerre en Ukraine, je parlais des cours d'intention de vote, celles de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sont assez stables, pendant que celles de Zemmour commencent à creuser. En fait, à ce moment-là, alors que Zemmour perd des voix, il devrait y avoir un phénomène de vase communicant qui booste Marine Le Pen, ça n'arrive pas tout de suite. Et en fait, je reviens sur ce qui vient d'être dit, pour confirmer évidemment ça, qui est que les trois candidats mis à l'index pour leur rapport plus ou moins flou avec la Russie de Poutine ont eu trois attitudes complètement différentes. Marine Le Pen, elle a jeté ses tracts où elle était en photo avec Vladimir Poutine, elle a fait son aggiornamento, mais voilà, elle a dit c'est bon, je ne prends pas de coup, je suis d'accord, allons-y, repartons sur cette nouvelle donne où Vladimir Poutine est méchant. Jean-Luc Mélenchon, il a, à sa manière, déminé le terrain. C'est-à-dire, en gros, il a dit vous me traitez de poutiniste, mais vous avez mal compris. En gros, il a tenté de réécrire le récit à son avantage et dire Mélenchon, vous n'avez rien compris, vous n'écoutez pas ce que je dis, j'ai fait ça. Tout en continuant à vouloir quitter l'OTAN. Mais c'est une réaction, c'est une réplique qui lui permet de faire se protège de certains coups. À l'inverse, Éric Zemmour persiste pendant un moment, il est pris en défaut d'humanité.
Et là, je vais mettre le curseur sur une autre caractéristique sociologique de son électorat. C'est un électorat qui tient particulièrement à certaines valeurs chrétiennes, parmi lesquelles l'accueil des réfugiés, en plus ce sont des réfugiés européens de culture chrétienne, voilà, qui font que il est pris en défaut d'humanité dans l'absolu, en défaut d'humanité dans une partie de son électorat, et ce n'est pas la première fois de la campagne qu'il est pris en défaut d'humanité. Il faut se souvenir en janvier, quand il dit qu'il faut mettre les petits-enfants handicapés séparément des autres, il faut les mettre à part, et qui met quand même 2-3 jours à rétropédaler. C'est-à-dire que tout de suite, tout le monde a dit fou de faire ça. C'est le premier gagnant dans les sondages d'Éric Zemmour depuis le début. C'est ça, c'est les petits-enfants handicapés. 13 novembre aussi. Oui, au Bataclan. Voilà, c'était pas la première fois qu'il était pris en défaut de persister, de défaut d'humanité. Et vu qu'il y a eu des précédents, quand l'Ukraine est tombée, ça n'a pas raté. Ça s'est accentué encore. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être trancher sur les législatives. Alors des questions. Bon. Alors, on va commencer. Je crois que c'est vous, madame, là-haut. Moi, j'avais une question que vous allez peut-être pouvoir traiter rapidement, qui était celle de la présidentialité. Comment est-ce que vous expliqueriez la grave carence de présidentialité chez les deux candidates qui ont pourtant exercé des fonctions qui ont été en lumière, soit Valérie Pécresse, soit Hidalgo, elles exercent des mandats qui leur donnent une notoriété à l'échelle nationale. Comment expliquer cette impossibilité pour elles d'acquérir une statut présidentiel? Je m'interroge encore moi-même. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse définitive, même un peu construite. Il y a quelque chose de mystérieux, je suis d'accord. C'est des femmes qui ont toutes les deux des carrières politiques qui se tiennent. Et en effet, il y a un problème de présidentialité. Alors, il n'y a pas qu'un problème de présidentialité, il y a un problème de cohérence du message, il y a un problème pour Valérie Pécresse, je pense, d'erreur de stratégie politique, c'est-à-dire qu'elle fait grosso modo la campagne de 2017, or on est en 2022, il s'est passé plein de choses, mais elle a l'air du quoi qu'il en coûte, et elle reste sur un logiciel qui est un peu le logiciel de la campagne de 2017. Donc, il y a un vrai problème de corpus idéologique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un truc qui est décalé. Alors, ça peut être juste, enfin, je veux dire, peut-être qu'elle a raison politiquement, mais elle est décalée par rapport au monde. Donc, ça, c'est assez complexe. Et puis, cette présidentialité, c'est des choses qui sont parfois impalpables, difficiles à identifier et à mettre dans un langage de logique et de choses tangibles. Moi, je passe une partie de mon temps à faire du média training. Et il y a une façon de parler aux gens quand on est en campagne. Et là, j'ai l'impression que ni elle, ni Hidalgo ne l'ont trouvé. Mais pourquoi elles ne l'ont pas trouvé? Je pense qu'il y a un inconfort, déjà avec leur propre programme. Il y a la difficulté, elles sont c'est des femmes assez combatives, l'une comme l'autre, hein, je ne vais pas les comparer, mais c'est des femmes assez combatives. Valérie Pécresse, je pense que les premiers temps de la campagne la déstabilisent parce qu'elle n'a pas d'adversaire. Parce qu'elle ne fait campagne que contre Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron n'est pas là. Et il n'y a pas de. Voilà. Et donc, c'est dans le vide, c'est très difficile. Et après, il y a des choses. Quand on parle du problème de sa voix dans ce meeting raté, pour moi, il n'y a pas que la voix. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est la construction du discours. Parce qu'il est échevelé, c'est n'importe quoi. Je vois très bien, j'ai vécu des campagnes électorales de l'intérieur. Alors, vous avez une plume qui écrit un très beau discours, vachement bien structuré, avec des références, des belles phrases, etc. Puis après, vous avez le responsable de la campagne en direction des cordonniers-bourreliers, il dit il n'y a rien pour les cordonniers-bourreliers. Alors, on rajoute un paragraphe sur les cordonniers-bourreliers. Puis après, il y en a un autre qui a dit enfin, les fleuristes, la TVA à 5,5, ça y est pas. Hop, il fiche encore un paragraphe. Et on se retrouve avec un catalogue de la revue
informe et porter avec, comment dire, avec conviction, brio, une proposition pour le cordonnier bourrelier, c'est pas possible. Donc, elle est noyée dans ce discours qui est beaucoup trop long, qui est plein de digressions sans intérêt, toute l'âme du discours est noyée derrière des détails. Le discours est mauvais. La salle est très mal choisie. La salle est très mal choisie. Le Zénith est une très mauvaise salle politique. Jamais je ne serais un candidat, si j'étais son conseiller en communication, parce que c'est une salle qui fait, c'est comme une salle de théâtre, c'est fait pour qu'il y ait de l'espace entre l'orateur ou le chanteur, c'est une salle pour chanteur. Il y a une fosse entre la personne qui est sur scène et le public qui, lui, est très vertical. Donc, le rapport entre la personne qui parle sur la scène et la salle n'est pas du tout celui qui convient à un meeting politique. Une bonne salle à plat, un bon truc. Porte de Versailles. Porte de Versailles. Jamais, on n'a jamais fait. On est d'accord. Porte de Versailles, bien à plat, c'est moche, c'est carré, c'est pas joli, on s'en fiche. Mais c'est là qu'il y a de l'ambiance. Et la seule salle qui puisse retrouver, enfin, qui ne soit pas une salle à plat, c'est le Palais des Congrès. Bizarrement, cette salle qui est très très moche, c'est une salle où il y a une vraie ambiance. Mais le Zénith, alors ça, franchement, je trouve que c'est une drôle d'idée. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses qui la mettent en insécurité aussi. Et comment s'en sortir? Et puis, je disais qu'il n'y avait pas de généraux chez Macron, mais colonel aussi chez Pécresse. C'est aussi le résultat, et c'est pareil pour Anne Hidalgo, c'est le résultat d'un mouvement qui est en charpie. Non, bah, là, pour le coup, je partage tout, et même si je pense que dans le cas de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo, on peut se poser la question, est-ce que par exemple, Xavier Bertrand aurait fait le coup? Peut-être par capacité à faire campagne, par connaissance enfin, connaissance, comment dire, peut-être plus préparé, mais en réalité, le point commun entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, c'est le manque d'espace politique. Voilà. C'est que pendant 5 ans, tant la droite que la gauche ont passé n'ont malheureusement pas passé ces 5 ans à se poser la question de savoir ce que ces mouvements politiques apportaient aux Français par rapport à l'offre politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand on regarde l'électorat de François Hollande, l'électorat de Lionel Jospin en 2002 ou celui de Ségolène Royal en 2007, il est en bonne partie chez Emmanuel Macron. De la même manière, à droite, en quoi la droite pendant 5 ans a-t-elle démontré sa capacité à offrir une proposition politique fondamentalement différente de ce que pouvaient dire Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Sébastien Lecornu? Honnêtement, ce n'était pas flagrant. Hein. Donc, je pense que ça, les électeurs s'en sont rendus compte. Donc, bien sûr, peut-être les candidats auraient pu être meilleurs, mais honnêtement, pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Okay. Un petit mot là-dessus, très bref, bien sûr. On parlait de présidentialité, on a surtout parlé de prestations oratoires. Parce que c'est ça, moi, ça me fait me poser la question. Il faut définir ce qu'est un bon orateur et donc ce qu'est un présidentiable, parce que ça fait partie du PAC. Qu'est-ce qu'un bon orateur et est-ce que nos canons pour définir un bon orateur ne sont pas des canons masculins? C'est une vraie question que je pose, hein. Je n'ai pas forcément la réponse, mais y a-t-il des personnalités femmes politiques dont on dit « Ah, elle parle vraiment bien, c'est comme Mélenchon ». Marine Le Pen, tout à fait. Tout à fait. Oui, dans son genre, oui. Mais voilà, il y a un gros problème. C'est vrai. Est-ce qu'Angela Merkel est une bonne oratrice? Non. Angela Merkel à plusieurs reprises, c'est pas du tout une bonne oratrice. Mais c'est quelqu'un qui donne envie d'écouter. Et ça, homme ou femme, je pense qu'il n'y a pas de différence. Il y a quelque chose, quand elle ouvre la bouche, elle dit des choses intéressantes. Et voilà, je pense que ça peut se compenser. La difficulté, c'est vrai que la voix des femmes, mais là, on n'est pas sur un problème de voix aiguë. Anne Hidalgo n'a pas eu. Non, c'est vrai. Donc, on n'est pas sur un problème de voix aiguë, on est sur un problème de travail aussi, pour l'une comme pour l'autre, de comment on parle dans un espace différent. Et ça, dans un volume différent. C'est l'art, je crois, mais ça se travaille comme ça. Parce qu'en plus, ce sont deux femmes, en l'occurrence plus Valérie Pécresse qu'Anne Hidalgo, qui ne sont pas mauvaises à la télé.
Valérie Pécresse, dans ses émissions de télé, moi j'ai pu l'interviewer dans une émission à Face à BFM. C'était compliqué parce que c'était juste avant l'invasion en Ukraine. Elle était déjà en train. C'était le jour où le Libération avait sorti. Elle avait mis en difficulté. Absolument, sur TF1, c'était le jour où l'émission BFM, c'était le jour où Libération avait fait ses révélations sur le chien Douglas qui avait voté au Congrès. On va dire que c'était pas forcément un très bon mouvement pour elle. Il fallait discuter les deux, c'était mis en difficulté. Pendant le débat, exactement. Mais Valérie Pécresse, en télé, tenait la route. Était plutôt bonne, plutôt assez à l'aise à la télévision. Juste d'un mot sur Angela Merkel, ça interroge aussi les canons de ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'en fait, en France, ça c'est le résultat des institutions de la Ve République et ça rejoint un débat plus large de ce qu'on attend de l'État, du président de la République. On a une sorte de vision où on considère que le candidat doit se fondre dans le moule du général de Gaulle. Et c'est d'ailleurs aussi sans doute ce qui a contribué les LR à se donner des mauvais conseils à Valérie Pécresse. Et elle l'a dit d'ailleurs. L'erreur du meeting du Zénith, c'est de la mettre seule en scène, de faire parler personne avant, de mettre une sorte de drapeau bleu, blanc, rouge derrière hyper imposant et de la faire arriver en lui disant il faut que ce soit le grand discours. Avant, on nous disait vous allez voir le tournant de la campagne. Non. À un moment donné, il faut être conscient aussi de ses propres faiblesses. Et d'ailleurs, une semaine après, on devait voir, c'est au Canet, en tout cas, c'est dans le Sud. Elle fait le vendredi un discours. Alors, elle avait une drôle d'expression pendant la campagne. Elle dit je fais un discours a cappella. Ce que ça voulait dire, mais c'est vrai qu'elle était sur scène avec un micro-main et elle marchait. C'était pas flamboyant, mais ça lui ressemblait. Et elle aurait fait ça une semaine avant, au Zénith, c'est-à-dire quelque chose d'assumé, de dire écoutez, moi, si vous cherchez Nicolas Sarkozy, ce ne sera pas moi. Il y aurait eu une forme de sincérité qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette campagne de chez elle, et peut-être que ça aurait au moins lui permis de, sans doute pas fait gagner, mais elle aurait pu à ce moment-là trouver peut-être un peu plus son style que d'essayer de se fondre dans des modèles qui, au fond, ne correspondent pas. Et c'est elle qui l'a voulu. Oui, c'est elle qui l'a voulu et elle a été aussi, tous ces trucs, parce qu'on parlait des colonels, certains qui n'étaient pas forcément très bien intentionnés dans les conseils qu'ils lui donnaient. C'est bon, valider mon interprétation. Voilà. Là, ce qui était le collectif n'était pas là. C'est clair. Oui. C'est juste une question peut-être pour clore justement sur les présidentielles. Du coup, comment vous envisagez chacun la suite? Parce que moi, dans ces prochaines élections, en fait, j'ai l'impression que aussi, on parle d'une petite campagne, d'un faible engouement des deux côtés, aussi bien des votants que des candidats finalement. Et est-ce que ce n'est pas le résultat aussi de l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a un peu chamboulé le paysage politique, où maintenant on n'a même plus de droite, on n'a plus trop de gauche, parce que je continue à penser que l'union de la gauche vers Mélenchon, ça reste quand même l'extrême gauche, Mélenchon. Donc en fait, comment vous voyez les prochaines élections? Est-ce que finalement on n'est pas condamné entre guillemets à rester dans cette ligne de Emmanuel Macron ou bien sa descendance? Je vous remercie de la question parce que ça me permet de trouver sur le second volet, donc sur les législatives. Je vais laisser Sarah compléter votre question. Merci. Effectivement, c'est une excellente question. Puisqu'on se dirige, si on regarde devant nous, vers le premier tour des législatives le 10 juin prochain. Et puis la campagne officielle a démarré ce lundi, c'est-à-dire hier, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, aujourd'hui, on part sur une élection également particulière, avec des enjeux dont vous pourrez nous détailler un petit peu la teneur. Et finalement, est-ce que ces élections, au pluriel, réservent encore des surprises? Est-ce que, compte tenu des résultats des sondages des dernières vagues, quels sont finalement un petit peu peut-être les personnalités, les répartitions de sièges, ou en tout cas les grands enseignements qu'on va peut-être tirer de ces élections-là? Peut-être pour commencer, Jean-Philippe. Ouais. Allons-y, je répondrai très vite en forme de provocation à votre question. Prochaine élection présidentielle dans 5 ans, que restera-t-il d'Emmanuel Macron à ce moment-là? Que restera-t-il d'En Marche? Donc, je rappelle qu'En Marche, le premier logo d'En Marche, c'est un gros E, un gros M écrit à la main, c'est les initiales d'Emmanuel Macron. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas capté, En Marche, c'est Emmanuel Macron. C'est assumé. C'est Renaissance. Il paraît. Il fait du Mélenchon maintenant, il change de nom à chaque élection pour en faire une nouvelle marque. C'est même pas une blague. Mais voilà, que restera-t-il d'Emmanuel Macron dans 5 ans? C'est pas dit. Est-ce que ces héritiers, comme vous disiez, y aura-t-il des héritiers pour porter sa flamme, ou est-ce que chacun va retrouver finalement ses couloirs d'avant la Macronie? Est-ce qu'Édouard Philippe va tenter
de ressusciter la droite, par exemple, et peut-être le candidat de droite, le macronisme sera-t-il une parenthèse réduite à Emmanuel Macron? Pour moi, c'est la question, et je n'ai pas la réponse. Pour en revenir aux législatives, pour accrocher les wagons, est-ce que cette élection réserve encore des surprises? Oui. Oui, j'en suis convaincu, pas forcément à cause des sondages, parce que les sondages qu'on peut faire à l'échelle de l'ensemble de la France, honnêtement, ça ne vous avance pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je prends l'exemple du Rassemblement national, Front National en 2017, ils ont fait plus de 20% des suffrages au premier tour, ils ont 3 députés. En Marche fait au premier tour, je pense, autour de 30, ouais, c'est ça, 30, pas plus de 35% des voix, ils ont 300 députés. Donc, les rapports de force nationaux peuvent donner une petite indication de dynamique, mais en soi ne présagent absolument pas du résultat final de législative, puisque c'est pas une élection, c'est 577. C'est comme. C'est pour ça qu'on dit la présidentielle et les parce qu'il y a plusieurs élections en parallèle. Donc, ces 577 élections, en réalité, et chacune a ses propres dynamiques. Ce qu'on peut observer, en tout cas, je m'étais noté un truc intelligent à dire, c'est que ce qui est assez, dans cette élection, ce que je retiens, je vais être très bref, c'est les candidatures à gauche. C'est-à-dire que la gauche a eu l'intelligence, dans le cadre de son union, de faire que tous les députés sortants de gauche qui se présentent ont la marque NUPES. Ils n'ont pas pris le risque de ne pas investir un sortant qui en plus ne serait pas d'accord avec l'Alliance et dirait bon, moi je suis sortant, je vais faire candidature sur mon nom, je vais être dissident. Ils ont été assez malins pour ne pas créer ces conditions-là. Tous les sortants de gauche sont étiquetés NUPES. Ce qui fait que, semble-t-il, ça c'est acquis, a priori, sauf si la sociologie de leur circonscription a changé, ils devraient être reconduits, parce qu'ils repartent sur les mêmes bases qu'avant, ils sont sortants et en plus ils ont le super drapeau NUPES. Donc, théoriquement, ça devrait le faire. Si dissidents il y a, finalement ce seront des dissidents sans avantage. C'est des gens qui ne sont même pas les sortants, qui arrivent juste pour, entre guillemets, casser l'alliance. Et ça, même s'il y a des divergences au sein de la gauche, faut-il voter ou pas pour l'alliance, à mon sens, la déperdition sera faible. Un sortant qui a cette légitimité-là, qui en plus s'est investi à le drapeau de l'Union, les dissidents face à lui, ils ne vont pas faire grand-chose. Donc, eux, ils vont passer. À droite, c'est moins évident. À droite, il n'y a pas de problématique d'alliance, mais comment dire, le macronisme a shifté, le macronisme a bougé en 5 ans, et dans des circonscriptions, il y en a eu beaucoup en 2017, où au premier tour, vous avez le candidat LR et le candidat En Marche qui font des scores pas très éloignés, il y en a un 35, l'autre 30, bon, et à la fin, c'est le LR qui gagne. Vu comme le macronisme et l'électorat macroniste s'est droitisé, ou plutôt la droite est venue chez Macron, dans ces circonscriptions-là où c'était serré, c'est les En Marche qui vont gagner. Et donc, moi, mon pronostic là-dessous, c'est-à-dire la droite a remporté 100 sièges aux dernières législatives. Attention, à la présidentielle, elle a déjà connu le sort de Benoît Hamon il y a 5 ans. Moi, je pense que la translation, elle peut se produire, c'est-à-dire que LR, cette année, connaissent le même sort que le PS il y a 5 ans. Le PS il y a 5 ans, je ne sais plus combien ils ont fini par 20. Donc, pour moi, le risque, il est là. Et petit suspense à la fin, la majorité pourra-t-elle porter ce nom? Aura-t-elle la majorité absolue elle seule? Ce n'est pas du tout. Moi, je n'ai pas de cristal. Je pense que c'est très difficile de métier dans cette situation, parce que tu as des projections sur les circonscriptions législatives présidentielles. Honnêtement, je pense qu'on est à la limite quand même de l'exercice. Mais c'est vrai que surprise, je ne vois pas quelle dynamique. Parce que pour créer une surprise dans une élection, il faut quand même une dynamique. Et là, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous pensez, c'est une question que vous m'avez. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de com de Mélenchon sur le stade de Mélenchon Premier ministre? Ah, alors ça, c'est rigolo. Parce que c'est quand même une stratégie de com. Je trouve ça à la fois génial et d'un cynisme absolu. Donc, c'est génial parce que franchement, quand on est battu à l'élection, arriver à se projeter. Comment dire, ça me rappelle une histoire ancienne que vous avez peut-être appris sur ces bancs. C'est les histoires des apparentements. Vous savez, pendant la 4e République, il y a eu un moment, 53, 54,
où la troisième force, qui veut éviter à la fois les gaullistes et les communistes, alors peut-être une petite mosaïque de partis là, qui se réunissent et qui se présentent sous une étiquette apparentée, donc ils sont apparentés à 30%. Et ça marche très bien, ils arrivent à avoir la majorité, sauf qu'une fois qu'ils ont eu la majorité, ils sont bien incapables de s'entendre sur grand-chose. Donc les gouvernements tombent et tournent assez rapidement. Et alors, la NUPES, je n'ai encore pas compris ce qu'il fallait dire. Je vais dire ce que je veux parce que c'est pas joli. Il aimerait bien, mais ça va pas marcher. Donc, je peux dire. Mais grosso modo, ça marchait dans ce. Enfin, ça marchait, oui, ça a marché apparemment dans un système proportionnel. Mais là, on est quand même dans un système majoritaire. Donc, quand ils vont arriver à l'Assemblée, ils vont avoir des groupes. Je rappelle que le financement des partis politiques, il est dépendant du nombre de députés. Et donc, personne ne va laisser la caisse partir entièrement dans un truc hypothétique qui s'appellerait NUPES, une fois que, parce que le financement, pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières réformes, c'est première partie du financement en fonction des voix, deuxième partie en fonction des députés. Et c'est celui en fonction des députés qui rapporte le plus. Donc, une fois qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale, grâce à cette étiquette NUPES, ou je ne sais pas quoi, on a fait plus de voix qu'on pouvait espérer en faire si on s'était présenté séparés. Chacun va reprendre ses billes et va rentrer chez lui. Hein. Je pense que je ne vois pas le grand mouvement de gauche se constituer au lendemain des élections législatives. Donc tout ça, c'est pour ça que je parle d'une certaine façon d'un cynisme énorme, parce que évidemment, ça ne repose sur rien de solide. C'est à la fois un mouvement des partis qui se réclament d'une idéologie et qui en fait fabriquent leur union sur quelque chose de totalement circonstanciel. Donc c'est pour ça que je parle de cynisme absolu. Mais en même temps, honnêtement, c'est assez génial quand même, parce que tout tourne autour de ça depuis un bon moment là. Hein. Donc tout le monde entonne le truc. Alors bon, pour dire évidemment, il ne sera jamais élu Premier ministre. Bah, en fait, on n'en sait rien. Moi, je veux dire, c'est pas deuxième référence, je suis historienne de base. Donc, j'ai un peu tendance à. Mais 1978, j'ai noté la date parce que je n'arrive pas à m'en souvenir. 27 janvier. 27 janvier 78, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, fait un discours à Verdun-sur-le-Doubs. Alors, Verdun-sur-le-Doubs, Charleville-Bourg-de Saône-et-Loire, mais Verdun-sur-le-Doubs, c'est le moment où se cristallise, en fait, où la France réalise que les députés peuvent être d'une autre tendance que le président de la République. Jusque-là, tout le monde avait dit beaucoup, pas possible, ça ne marche jamais, la cinquième est ainsi faite. Et là, qu'est-ce qu'il fait Giscard dans son discours de Verdun-sur-le-Doubs? Il met les Français devant leurs responsabilités. J'ai noté la phrase parce qu'elle est vraiment aussi Giscard. Vous pouvez choisir l'application du programme commun, puisque c'est ça l'histoire. Hein. La gauche se présente unie aux législatives de 78. Les législatives ont lieu en mars à l'époque et pas en juin. Hein. Donc on est fin janvier. Et la possibilité d'une victoire de la gauche est très forte. D'ailleurs, elle va passer à ça. Hein. On voit, pas en siège. Mais on voit, elle passe à ça. Donc, il dit quoi? Vous pouvez choisir l'application du programme commun. C'est votre droit. Mais si vous le choisissez, il sera appliqué. Ne croyez pas que le président de la République ait dans la Constitution les moyens de s'y opposer. Donc, en fait, il formalise ce que plus tard on appellera la cohabitation. Et je suis très étonnée que personne ne parle de ça. Parce que, imaginons que la NUP est une majorité. Ça me paraît... Mais je pense que je suis étonnée que personne ne dise à l'électeur de gauche, si vous votez NUP, vous aurez demandé. Et c'est la vérité. Donc c'est à la fois cynique, peu probable. C'est vrai qu'il y a une majorité. Mélenchon. Parce qu'une fois que chacun sera élu, et comme vous dites très bien, chacun, est-ce que les communistes, peut-être, est-ce que les socialistes permettront. Je pense que ce qu'on disait, ce que vous disiez sur la répartition des voix,
empêche l'émergence de toute majorité alternative à celle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les voix de du Front National, comme du Rassemblement National, pardon, comme celles de la NUP, sont concentrées sur certaines circonscriptions, alors que les voix d'Emmanuel Macron sont beaucoup plus réparties sur le territoire. Donc ça empêche mécaniquement l'émergence d'une majorité. Et par ailleurs, pour ces partis-là, typiquement la NUP bénéficierait de triangulaires. Or, l'abstention, qui sera aux alentours de 50% et quelques, pour rappel, pour les triangulaires, il faut faire 12,5% des inscrits pour se qualifier. Le premier et le deuxième, et le troisième, il faut faire 12,5%. Ce qui, avec 50% d'abstention, fait, le calcul est simple à faire, il faut faire 25%. Ce qui est honnêtement très difficile. Je crois qu'en 2007, il y avait eu une triangulaire, je ne sais plus dans quel département c'était, mais en tout cas, sur 577 élections. Mais moi, je suis totalement, évidemment, je partage ce que dit Myriam. Peut-être aussi que la raison pour laquelle les électeurs n'ont pas totalement conscience de ce qui se passerait s'il est dénommé Premier ministre, c'est que je pense que ça n'arrivera pas, même si c'est vrai que ça poserait un vrai sujet, parce que là, pour le coup, les cohabitations se sont passées difficilement, 86, 97, mais il y avait une forme de mode opératoire qui était trouvé plutôt pour la deuxième que pour la première. La première, c'était un tâtonnement. Là, on aurait, chose notamment sur les sujets pour le coup diplomatiques, des différences absolument fondamentales, irréconciliables. Alors aujourd'hui, Mélenchon dit oui, mais on se débrouillera, oui, mais sur les sujets de divergence, le Parlement tranchera. Quand on a, mettons-nous dans cette situation qui honnêtement n'arrivera pas, un Premier ministre qui est favorable à la sortie de l'OTAN et un président de la République qui est non seulement favorable au fait de rester dans le commandement intégré, mais voilà, veut plus d'intégration européenne, se met pour le coup totalement dans un système multilatéraliste, ça créerait forcément des étincelles. Ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est qu'il ne sera pas Premier ministre. Mais par contre, il sera sans doute, ou du moins la NUP, sera sans doute le premier parti d'opposition à l'Assemblée. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses en termes de fonctionnement du Parlement. Parce que concrètement, ça veut dire, la présidence de la Commission des finances, un insoumis. Ça veut dire que vous passez, pour être ah si. Non, pas obligatoirement. Alors, non, pas forcément le premier opposant. C'est dans l'opposition, mais pas forcément le premier oui, opposant. d'accord, sauf que là, pour le coup, si on suit la logique des institutions, sachant que cela doit aller dans l'opposition, si la NUP est le premier groupe d'opposition, je vois mal comment ça pourrait échapper à ce groupe. Parce que c'est le règlement intérieur de l'Assemblée. Ce n'est pas obligatoire, ils ont vérifié. Non, mais c'est d'accord, moi je veux bien, mais en l'état, dans ce cas-là, rien n'oblige Emmanuel Macron à nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre si la NUP est majoritaire. Bon, ben voilà. Donc si on prend les choses techniquement, peut-être, mais la logique politique veut que la présidence de la Commission des finances aille au groupe d'opposition. Jusque-là, politiquement, on est à peu près en phase. Oui, mais des stratégies, d'accord. Disons, alors, mettons de côté les stratégies, la logique. Ça veut dire, si on est dans ce scénario, on passe d'Éric Woerth, président de la Commission des finances, à Éric Coquerel, président de la Commission des finances. Voir un peu ce que ça fait. Président de la Commission des finances, pour rappel, il peut aller demander à Bercy des informations qui dérogent au secret fiscal. Il faut voir un peu dans quel système on est. Ça veut dire que les insoumis ont accès à des postes de vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que quand Richard Ferrand, s'il est renommé à l'AC, n'est pas là, ça veut dire qu'il mène les débats. Ça veut dire qu'on a une situation où la guérilla parlementaire qui était menée par la France insoumise avec une quinzaine de députés, vous en avez pas entre 15 et 20, peut-être une vingtaine, combien 17, voilà, c'est ça. Ça veut dire que là, ce sera tout ça multiplié par 5 ou 6. Ça veut dire que ça change la physionomie, non seulement de ce qui se passera à l'Assemblée, parce que sur la réforme des retraites, honnêtement, vu à quel point c'est sensible, le 49.3 paraît pas être une option. Et ça change aussi la physionomie du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que ça veut dire qu'on a une opposition de gauche extrêmement forte. Ça veut dire aussi que les sujets de débat tourneront notamment autour de ça. Admettons, dans un sens, si on va même un peu plus loin, que le Rassemblement national réussisse à obtenir un groupe et n'ait non pas 60 députés comme Marine Le Pen l'espère, mais disons entre 20 et 30, ça veut dire que si vous faites l'addition des deux, vous avez entre un quart et un tiers de l'Assemblée qui est dans la main de ce qu'on peut qualifier de populiste. C'est pas leur faire offense de les qualifier comme ça. Donc ça change beaucoup de choses et ça complique encore plus le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui, franchement, admettons même qu'à l'Assemblée ça se passe facilement, ne part pas sous les meilleurs auspices compte tenu des fractures qui existent dans la société. Donc, au-delà même du pari de Jean-Luc Mélenchon, qui est effectivement un pari génial de jouer le Élisez-moi Premier ministre, il y a de toute façon
le fait que la vie parlementaire sous ce quinquennat ne sera pas la même que la précédente. J'en termine par là. La précédente, le premier groupe d'opposition, c'est les Républicains, qui pendant 5 ans ont passé leur temps à se poser la question de savoir si sur le budget, sur les retraites ou autres, il fallait mieux s'opposer un peu, beaucoup passionnément, s'abstenir un peu, beaucoup passionnément, voire dans certains cas, valider les projets du gouvernement. Ce ne sera pas la même chose là. Alors, ça plaît pour la qualité du travail parlementaire. Il y a un peu besoin d'une vie parlementaire quand même. Mais vous avez raison, mais comment dire, quand on fait de la guérilla parlementaire et qu'on fait des amendements, des copier-coller d'amendements et qu'il y a des milliers d'amendements pour bloquer la discussion, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la qualité du travail parlementaire. Non, mais moi, je tablais sur un sur apprentissage et oui, bien sûr. une accoutumance et un intérêt développé pour la vraie vie parlementaire. C'est vrai. Et peut-être bien que ce n'est pas tout à fait un hasard si les débats ont lieu dans la rue, et de façon la plus violente possible. Vous avez raison. Parce que les gens n'avaient pas l'impression que les personnes qu'ils avaient élues les représentaient. À partir du moment où peut-être que l'Assemblée nationale est un peu moins sage et un peu plus agitée, il y aura peut-être moins d'agitation. Exactement. Ils ne sont peut-être pas obligés de déposer des milliers d'amendements en copier-coller si on leur laisse la parole et s'ils peuvent s'exprimer également dans les commissions. Oui, la parole, pour le coup, il l'avait là pendant 5 ans. Mais au lieu que ce soit une guérilla, oui, non, mais... ce sera peut-être une guérilla parlementaire. C'est du comme le Parlement. Et après tout, c'est le jeu de la démocratie. Mais bien sûr, mais encore une fois, moi, quand je dis ça, il n'y a pas de... Oui, mais qualitativement, entendez-moi bien, moi, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Je dis juste que ce qui est intéressant avec ces législatives, c'est que, de toute façon, même s'il n'y aura pas de cohabitation vraisemblablement, la physionomie du quinquennat d'Emmanuel Macron en sera de toute façon changée. Et autant que la politique revienne à sa place dans l'Assemblée nationale. Je crois qu'on est poussé vers la sortie. Nickel, alors c'était 21h15. Non, mais nous, il faisait ça manuellement. C'est le Covid. Bon, je pense que quand même, avant qu'on se fasse virer, mais monsieur avait une question. Je suis désolé, j'avais d'abord une question là-haut, monsieur. Oui, c'est peut-être plutôt une remarque, mais est-ce que de toute manière, on ne va pas assister à un retour du Parlement dans la mesure où la prochaine majorité, si je parle du principe que c'est la majorité présidentielle qui remporte, sera une majorité beaucoup plus composite, étant donné qu'on aura des groupes d'alliés qui n'existaient pas en 2017, qui existeront en 2022, je pense au Horizon. On est dans un contexte aussi, on a un président qui ne pourra pas se représenter, donc chacun va aussi placer ses poulains dans ses troupes, et donc on aura un Parlement qui a une majorité un peu moins disciplinée, beaucoup plus composite, avec aussi ses intérêts divergents. Je ne dis pas qu'on est sur un scénario de la 4e République, mais dans tous les cas, on aura un retour du terrain parlementaire. Et si vous me permettez de compléter, 2017, c'était quand même beaucoup des gens extrêmement nouveaux qui ne connaissaient rien en politique et rien au Parlement et qui ont tout à apprendre, donc qui ont été faciles à tenir aussi. Ouais, c'est vrai. Monsieur, peut-être. Je pense que le constat qu'on fait ce soir, le président doit le faire à peu près le même. Et alors, ça m'interroge beaucoup sur pourquoi finalement un président qui est plutôt bien réélu, vous l'avez dit, qui sur son 2e quinquennat et qui n'en aura pas un 3e, laisse faire cette espèce de faux plat, laisse tout cet espace aux autres, ne prend pas des thèmes transition écologique, intégration européenne, etc., en disant je vais laisser une marque dans l'histoire. Ça ne démarre pas du tout comme ça. Là sur la campagne, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il y a une part de stratégie qui est de faire le pari qu'il a gagné l'élection présidentielle en y allant le plus tard possible et en faisant en sorte qu'il y ait une campagne la plus réduite possible, et donc il essaie de dupliquer ça à l'élection législative, que par ailleurs, volontairement aussi, fait le choix de ne pas parler de la réforme des retraites, qui était pour le coup, pour revenir à la question, au débat qu'on avait au début, totalement absent de cette élection législative, parce que le gouvernement fait le choix de ne pas crier. Quand on est, je ne sais pas si vous avez écouté Olivier Dussopt à la radio la semaine dernière, quand on l'écoutait, on se demandait même s'il allait y avoir une réforme des retraites à la fin. Hein, c'était quand même assez singulier. Oui, 65 ans, il n'y a pas de taux de thème. Bon, okay. Et puis, il y a, je crois, c'est une discussion que j'avais avec un responsable politique ce midi, la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, 2020-2022, a été une succession de crises. Crise du Covid, crise en Ukraine. Et en fait, on redécouvre en ce moment, non pas que la crise en Ukraine ne soit plus aussi vive, mais simplement on n'est plus au point le plus aigu comme en février, on redécouvre qu'Emmanuel Macron, en temps plus calme, est parfois pusillanime et parfois a du mal avec la gestion des ressources humaines, ce qu'on a pu voir avec le temps qu'il a fallu pour composer le gouvernement,
a parfois un peu de mal à donner des impulsions. C'est-à-dire que là, quel sens veut donner Emmanuel Macron à ce second quinquennat? Quand on est capable en 2 jours d'hésiter pour l'éducation nationale entre Bruno Le Maire et Pape Ndiaye, c'est qu'à un moment donné, il y a une question de savoir ce qu'on veut faire de ce second quinquennat. Et donc, je pense que là, et on rajoute aussi le fait que c'est la période de réserve, qu'il attend de fait, il ne peut pas y avoir de débat à l'Assemblée pour faire passer des textes. Je pense que là, on est dans un moment effectivement de faux plat. Soit il le paye aux élections législatives avec effectivement une majorité qui sera plus ténue que ce qu'il espérait, avec le risque d'une majorité relative, ce qui n'est pas arrivé depuis 88. Bon. Ou bien, le pari, moi je peux dire, hier, je discutais avec un conseiller d'Emmanuel Macron qui disait de toute façon, les seconds tours législatifs, ce sera soit face à la NUP, soit face au RN. Et dans ce cas-là, on bénéficiera du vote utile dans un sens ou dans un autre, ce qui nous permettra d'avoir une avance confortable. Honnêtement, voilà, en l'état, je ne sais pas ce qu'il adviendra le 19 au soir. Mais voilà à peu près, je pense, les 2 scénarios possibles, soit victime d'une forme de flottement pendant ce mois-là, soit au contraire, triomphant d'une forme de cynisme consistant à dire je vais reproduire aux législatives ce qui a fait mon succès à la présidentielle. Ce faux plat, il a tout intérêt à le cultiver. On l'a dit tout à l'heure, ne pas laisser de prise à ses oppositions. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de remporter ces législatives, que ce soit avec une majorité relative ou pas, mais il y aura une majorité de toute façon. Et pourquoi il est sûr de la remporter? Je ne vais même pas dire parce que quinquennat législatif après la présidentielle et fait de la présidentielle, c'est même pas ça. C'est comme vous disiez très bien, c'est un souci de configuration. On a dit tout à l'heure, au vu des taux de participation attendus, environ 50%, voire un peu moins, il n'y aura que des duels, quasiment. Et par sa position centrale, En Marche fait que si En Marche est en duel, les chances de victoire face à la gauche ou à l'inverse sont démentielles. 577 circonscriptions, quasiment que des duels, et selon le calcul d'IFOP dont on n'a pas trop parlé, En Marche a moyen d'être au second tour dans 450 circonscriptions. Donc, En Marche au second tour en duel, quasiment tout le temps dans 450 circonscriptions, il faut dire qu'il peut bien en rafler 300, assez facilement. Ou au pire, 280, à l'autre, je vous fais plutôt au milieu, mais pour vous dire que voilà, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à créer des vagues dans cette élection parce que la mer d'huile, elle est structurellement, en termes de configuration de second tour, elle est favorable à 200 votes. Il n'y a aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une dernière question avant Qu'est-ce que vous voyez comme scénario en 2027? Dans votre boule de cristal. En fait, boule de cristal pour boule de cristal, concrètement en 2022, les législatives plus ou moins cette image de Macron, du moins politique, ou à gauche et à droite, etc., en même temps, etc. Mais en 2027, ce qui va se passer, c'est qu'un gauche de gouvernement qui est complètement en ramasse, une droite de gouvernement qui est complètement en ramasse, et 2 mouvements. Mesdames, Messieurs, le bâtiment vient de se voir immédiatement. Le Rassemblement national. Et on devient vouloir vous diriger vers les centres. C'est-à-dire qu'on a un risque réel, soit une législature de Macron, qui a assez de chance de marcher, à mon sens, parce que le mix entre droite et gauche est quand même assez compliqué à réussir. Et donc, je ne suis pas sûr que Edouard Philippe, par exemple, puisse capitaliser de la même manière. De Le Maire, non plus. Bernard, on n'en parle pas. Jean Castex, on parle de Jean Castex. On peut parler de Jean Castex, mais c'est vrai qu'il aime bien les trains, il aime bien les succès. Il attend plutôt la succession de Parano que la succession de Macron. Mais donc, est-ce que vous voyez en fait une crise majeure en France en 2027 au moment de l'élection présidentielle, avec effectivement 3 lectures très compliquées, c'est-à-dire le macronisme qui s'effondre sur lui-même, et donc un duel entre la France insoumise et la France